Bien, je m'appelle Edinson Tarazona, je suis prof certifié à l'Académie de Lyon, à la Cité internationale, à la Cité scolaire internationale de Ferney-Voltaire. Et ma spécialité, c'est la linguistique, plus particulièrement la sociolinguistique. Bon, Edinson, je suis ravie de faire ce Ma thèse et moi avec toi. Non seulement tu es un de mes anciens étudiants, mais ça ne se dit pas, mais je le dis, un de mes chouchous. Donc, je suis très contente de Merci. t'entendre parler de ta thèse, puisque on a beaucoup parlé pendant des heures ensemble sur Varela, Mariana Enriquez et toutes sortes de d'élucubrations, mais on n'a jamais parlé linguistique ensemble, ce qui est quand même assez normal. La Oui, on linguistique peut. n'étant pas ma passion de ma vie. Mais bon, tu vas me convertir à la religion de la secte du Yod. Alors, donc, quel est le titre de ta thèse? En quelle année l'as-tu soutenue? Dans quelle université et sous la direction de qui? Bien, ma thèse s'appelle Copétine, le langage argotique et les expressions populaires dans la bande dessinée colombienne des années 1960 à 1992. Je l'ai soutenue le 11 décembre 2021 à l'université Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Et mon directeur de recherche était Monsieur Éric Beaumatin. Alors là, le sujet est très intéressant. Donc, je vais te poser des tas de questions. Mais avant d'en venir Super. à la thèse, commençons par les incontournables de maintenant dans le projet Ma thèse et moi. Pourquoi l'espagnol? Pourquoi des études d'espagnol? Et pourquoi l'enseignement? Euh, pour moi, c'était quelque part un peu logique. Je suis arrivé en France en tant qu'assistant des langues, assistant d'espagnol. En Colombie, j'avais fait une licence en espagnol et littérature et j'étais prof d'espagnol et français là-bas. Et bon, pour moi, c'était la suite normale dans le but de parfaire mon français, de venir en France, mais je ne savais pas que j'allais rester pour faire un master et un doctorat. Et c'était normal ensuite pour moi de faire tout simplement de l'espagnol et d'enseigner l'espagnol, d'enseigner la langue, plus que la littérature dans un premier moment. Et après, bon, au fur et à mesure, ça s'est un peu mélangé. Mais pour moi, c'était une suite normale de ce parcours que j'avais commencé en Colombie comme enseignant. Donc, est-ce que tu dirais que tu es un prof qui avait la vocation ou bah voilà, tu dis c'est la suite normale. Je pense que c'est grâce à des profs que j'ai eu en primaire et au collège et au lycée qui m'ont donné cette envie d'enseigner, de transmettre. Et je me voyais pas faire autre chose. Et actuellement, je me vois pas en train de faire autre chose. Ah Je non? pourrais pas. Ah non, 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 je suis doué pour tout un tas de trucs, mais pouvoir en faire mon métier, non. Alors que prof, oui, je sais pas, ça me plaît. T'as ça dans le sang. Je pense. Et alors, pour toi, tu vois, moi je me pose des tas de questions, c'est normal, quand on commence à vieillir, on se dit mais alors, qui suis-je, où vais-je, d'où viens-je et tout ça. Et pour toi, c'est quoi un bon prof? Waouh. Un bon prof, bon, c'est celui qui est vraiment à l'écoute des élèves, des besoins des élèves. Parfois, je me suis retrouvé un coup en train de faire des activités et je me rends compte que certains élèves ont des difficultés ou qu'ils demandent d'autres choses. Donc, j'essaie de m'adapter un petit peu. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans le travail de prof, savoir s'adapter. Donc, pour moi, un bon prof, c'est celui qui est à l'écoute, qui s'adapte et qui est passionné par son truc. J'ai eu la chance d'avoir tout un tas de profs passionnés, dont vous, et ça donne envie. Et voir un prof passionné comme ça, pour moi, c'est génial. Voilà, la passion et l'écoute. Oui, Bon, mais la passion, ça s'entretient, hein, donc faut préserver la petite flamme. toujours, toujours, toujours. On peut pas se laisser non plus tout simplement dire ah oui j'aime bien ce sujet ou j'aime bien faire ce truc ou et tout simplement se laisser aller. Non, je pense qu'il faut toujours le nourrir. Ça fait partie aussi de du fait de s'adapter quand on est prof, Mm. hein, quand on enseigne. Oui, ça donne un peu plus de support, on va dire, à cette passion. Enfin, c'est comme ça qu'on entretient cette passion quelque Ouais, part. bien sûr, bien sûr. Et alors, à propos de ton parcours, alors, donc les études en Colombie, après tu arrives en France pour
consolider ton français, etc. Et alors, est-ce que tu as fait du coup un master 1, un master 2 recherche? Oui, 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 Hein, c'est oui. ça, ouais. Quand Tu- je suis arrivé en 2009, hein, ça commence à dater ouais, déjà. t'es un fils d'ado, là, hein, t'es foutu, hein. Oui, je me suis inscrit à l'université et on m'a proposé de passer directement en Master 2 parce Ok. que en Colombie, les licences ont une durée de 5 ans. Donc, on arrive avec un équivalent d'un bac plus 4. Mais je voulais vraiment, j'avais cette envie de bien connaître le système éducatif supérieur français et de bien maîtriser aussi la langue. Mm, Donc, je me suis dit, non, c'est pas grave, je fais un Master 1, ça me permettra quand même d'asseoir certaines bases. mm, C'était pas une année perdue parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais tu as perdu une année. Pas du tout. mm, C'était très enrichissant parce que ça m'a permis de comprendre le système aussi, de comprendre l'université en France. Qu'est-ce que c'est que l'université en France? Et après, je fais mon Master 2 et à la fin, bon, pour moi, c'était logique de continuer vers une thèse. alors, ils portaient sur quoi tes sujets de mémoire de M1 et M2? Waouh, surtout et toujours pardon sur la linguistique, le mémoire de master 1 s'est concentré sur una telenovela colombienne, bien sûr, La Pola, qui mettait en scène donc un personnage historique colombien et je voulais travailler comment était représenté l'espagnol dans cette telenovela, c'est-à-dire s'il était fidèle au XVIIe siècle. Et j'étais bien aiguillé. J'étais sous la direction de Monsieur Gilles Luquet, qui était un excellent prof, et c'est lui qui m'a vraiment donné envie de poursuivre en linguistique. Et ensuite, en Master 2, j'ai un trou, je ne me souviens plus, je ne sais pas. Attends, c'était quelque chose en lien avec les langages pareil, quelque chose du XVIIIe siècle en Colombie. Je me rappelle plus exactement. Mais bon, c'était toujours de la linguistique et cette représentation de la langue d'autrefois. Mm. Et alors, attends, du coup, comment passe-t-on de la langue du 17e, du 18e à l'argot d'une BD du 20e siècle? Alors, c'est intéressant comme question parce que enfin, c'était un peu compliqué dans le sens où, au départ, je voulais faire une thèse sur l'acquisition du langage. C'est-à-dire, je voulais prendre des couples franco-colombiens qui habitent en Île-de-France et voir comment était l'apprentissage de l'espagnol et du français au sein de ces familles, surtout pour les enfants de ces couples. À l'époque, Monsieur Luquet est parti à la retraite Oui. et il m'a conseillé d'aller vers Monsieur Beaumatin, que je connaissais déjà. Et quand je lui ai proposé mon sujet, il m'a dit, c'est très bien, mais c'est très intéressant comme sujet, mais ce n'est pas ma spécialité. Je me souviens toujours qu'il m'a dit, je suis spécialiste des l'argot et des gros mots. Je me suis dit, intéressant. C'est quelque chose que pour moi n'était pas forcément envisageable, mais bon, on peut être spécialiste de tout. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Donc, il m'a dit, bon, bah, vous réfléchissez, vous me direz après. Très bien. Je suis rentré chez moi et je suis fan des BD. J'adore la BD. Mes premières lectures, j'ai appris à lire avec Tintin, grâce à Tintin, quand j'avais 6 ans. Ah oui. El Templo del Sol, El Cetro de Otocar. Donc voilà, c'était mes premières lectures. Ça et John Milton, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et je me suis dit, bah, la BD, c'est bien. J'aime bien la bande dessinée. En France, en plus, la France est un pays BDphile. Donc pourquoi pas allier les deux? Et je me suis demandé s'il y avait une BD colombienne, comme Mafalda, par exemple, Oui, en oui. Argentine. Donc, est-ce qu'il y a une BD, on va dire, clé ou un personnage des bandes dessinées en Colombie qui est connu? Et je regardais sur Internet, j'ai trouvé cette bande dessinée qui mettait en scène un enfant des rues.
qui avait cette façon de parler Rola, donc avec l'accent de Bogota, avec des expressions de Bogota, hilarant. Et c'était la première fois que je voyais ça dans la presse. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, pourquoi pas? Ben oui. Et j'ai soumis le sujet à Monsieur Beaumatin et lui aussi, il est fan de BD. Donc, il était ravi et on a pu allier un peu nos passions et la recherche. Donc, c'est comme ça que le sujet est né. Et alors, moi qui n'y connais pas grand-chose en BD, et alors a fortiori colombienne, cette BD, c'est un corpus, enfin c'est un énorme corpus, ou c'est quelques, je sais pas, ça dure toujours d'ailleurs, elle est toujours diffusée dans la presse ou pas? Pas du tout. Alors, Ah, c'est fou. elle a été diffusée pendant 30 ans. Ah, quand même. Oui. Donc, de là, le sujet de ma thèse, 1960 ou 1992, qui Ah, correspond d'accord. aux années de publication de cette bande dessinée. Ok. Et elle était publiée seulement dans un journal. De temps en temps dans le supplément dominical, mais toujours dans un journal. Donc, il n'y a pas de, il n'y a pas de livres, il n'y a pas de compilation, Ah, il n'y il a n'y a pas jamais eu de de compilation. jamais. Et ça, c'était une des difficultés de ma thèse, Ah oui. justement, pouvoir trouver le corpus. C'est-à-dire que enfin, j'allais dans les petits vendeurs des journaux qui gardaient les journaux des années 80, 90, etc. Mais ils n'en avaient pas non plus ces éditions-là. Et heureusement que la Bibliothèque nationale de Colombie à Bogota a des archives énormes et une hémérothèque incroyable. Et tout est numérisé. Ah, Donc, j'ai pu accéder à ce d'accord. corpus des plus de 4800 strips euh, pour pouvoir les analyser. Donc, j'ai tout compilé. Dans ma thèse, en annexe, il y a un peu plus de la moitié. Tout le reste est dans mon ordinateur et j'ai presque 5000 strips de copétine et ça a constitué mon corpus. Donc c'était pareil, c'était des lectures et des relectures pour essayer de repérer le phénomène, le mot, l'expression, la phrase, etc. C'était bon, c'était un peu difficile. J'ai dû partir en Colombie Oui. pendant quelques semaines et c'est là où j'ai appris quand même ce travail de chercheur, c'est-à-dire être à la bibliothèque de 8 heures du matin à 20 heures du soir devant un ordinateur avec ses petits disques, avec ses petits machins et couper et machin et sauvegarder. Et c'est minutieux, mais c'est très intéressant et j'ai adoré ce travail de recherche. Même s'il était un peu long, j'ai mis un peu plus d'un an Rien qu'à à avoir tous compiler, les ouais. corpus. Ah oui. Exactement. Oui, vraiment à une année. Et donc à ce moment-là, je lisais très peu des choses parce que je me concentrais vraiment sur l'obtention de ce corpus. Et finalement, même si ça a été un peu long, ça m'a donné un peu cette rigueur aussi de la recherche. Enfin, on se concentre sur ce truc et on y va. Et tant que ce n'est pas fini, on s'arrête pas. Ouais, J'ai d'accord. adoré. Alors, le journal, je crois pas que tu aies dit le nom, c'est quoi? Les Spectador? Ah, non, c'est l'autre, c'est El Tiempo. En Colombie, Ah, nous avons d'accord. deux Ouais, journaux ouais, très c'est pour connus, ça. donc El Je savais. Espectador et El Tiempo. Et même si cette bande dessinée a été publiée pendant 2, 3 ans dans El Espectador, bon, c'était de façon très, très sporadique. Ce qui m'intéressait le plus, c'était la publication dans El Tiempo, parce que c'était 30 ans et c'était tous les jours. Et voilà. D'accord. Et alors, ta thèse, elle consiste en quoi en fait? C'est une catégorisation avec une réflexion sur les types de catégories. Enfin, t'as démontré. En gros, c'est quoi la thèse de ta thèse et à partir de là, comment tu l'as structurée? Alors, au départ, je voulais vraiment travailler, je voulais voir comment était représenté le langage des enfants des rues. Donc, c'est vraiment ça, Ça, c'était ça la ma question, thèse. d'accord. Ok. Voilà, comment Ernesto Franco, l'auteur de la bande dessinée, représentait l'espagnol parlé par les enfants des rues. Mm. Mais il se trouve que c'est la première thèse et c'est la toute première recherche sur ce sujet, sur cette bande dessinée, sur la bande dessinée colombienne tout court. Ah oui, ok. Euh, Mm. donc, heureusement que Monsieur Beaumatin était là pour m'aiguiller et il m'a dit, bon, bah, il va falloir faire, il faut pas se cantonner à la linguistique,
parce que c'est la première étude, donc il faut aller un peu plus loin. Et ma thèse est divisée en trois parties. Une première partie où je fais tout un parcours du médium graphique dans la presse en Colombie. Donc, je pars de la caricature, je pars de oui, la caricature satirique, etc., pour arriver jusqu'à la bande dessinée et tous les espaces que la bande dessinée a maintenant, comme le Salon del Libro, les Comic-Con, enfin, tout ça. Donc, dans une première partie, toute l'historique de la bande dessinée. Dans une deuxième partie, ben, il fallait travailler sur le personnage Copetine. Qui est ce personnage? Comment la bande dessinée a été créée? Donc un peu la genèse, les autres personnages, la question de est-ce que ce personnage est un héros, un anti-héros, un peu comme Mafalda, un peu comme Denis le Malice, enfin des choses comme ça. Et donc pareil, un gros morceau sur vraiment une partie un peu plus littéraire, si on peut le dire comme ça. Et puis la troisième partie où je me concentre vraiment sur le langage. Donc, quel est l'espagnol parlé à Bogota dans les années 60 jusqu'aux années 90? Quelles sont les expressions? Comment l'auteur représente, que ce soit de façon phonétique ou morphologique, c'est parler des enfants des rues. C'est super intéressant. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, c'était très intéressant de voir cet effet d'oralité parce qu'en général, quand on lit un roman, des nouvelles, on a des dialogues. Et bon, on peut s'imaginer ces dialogues représentés, mais la bande dessinée avec les onomatopées, il y a quelque chose de plus. Et justement, le fait de pouvoir savoir comment ça se représente est très intéressant. Et j'ai appris beaucoup de choses, surtout en phonétique. C'est pas mon fort. Je préfère la linguistique, on va dire pure, mais la phonétique, c'était toujours un petit souci. Là, ça va mieux. Grâce à la thèse, j'ai eu ce goût pour la phonétique aussi, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le langage, des expressions que pour moi, un enfant des années 80, et, des expressions que j'entendais à la maison, dans la rue, dans les années 90-2000, qui pour moi étaient nées à ce moment-là. Non, j'ai découvert que c'était des expressions qui existaient déjà dans les années 50, 60. Et donc, c'est très intéressant aussi de voir comment ça reste encore dans l'imaginaire et sont encore utilisés par les locuteurs colombiens. Alors justement, j'ai plusieurs questions à te poser à ce sujet. La première, quand on... Souvent, c'est pas facile de représenter l'autre. Alors là, en l'occurrence, un certain milieu, en plus, c'est un enfant, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un... Est-ce que tu peux le mesurer, toi, depuis une lecture des années 2020, une espèce d'artificialité dans cette langue qui serait moins une langue de la rue qu'une langue de littérature, quoi? Tu vois. Qui serait vraiment fluide. Oui, je pense que l'auteur a essayé vraiment de calquer ce langage des enfants, mais on voit dans la bande dessinée que c'est pas tout à fait ça non plus. Alors, Mm. il y a des choses qui, bien sûr, qui représentent ce parler des enfants des rues, mais on va voir des expressions, on va voir certains verbes, on va voir comment le personnage jongle d'un registre à l'autre, parce que ce n'est pas qu'un registre purement argotique. Oui. Parfois, il va dans un registre aussi familier, courant, voire soutenu. Ça dépend à qui il a affaire. Donc, c'est intéressant de voir comment l'auteur lui a donné une voix, mais une voix qui représente plusieurs voix aussi. Je sais pas si je me Oui, fais comprendre, mais ça fait un support. voilà. Donc, il arrive à utiliser des expressions ou un langage très soutenu, mais en même temps à avoir un parler très relâché, avec une phonétique qu'on peut imaginer très relâchée aussi. Donc, pelao, cuidao, tu vois, des choses comme ça, un peu très du, du langage courant, quoi, du langage quotidien.
Et est-ce qu'il a vieilli, est-ce qu'elle a vieilli cette langue? C'est-à-dire, par exemple, est-ce que souvent tu t'es dit, ah non, mais ça se dit plus du tout, ou alors, même, par exemple, moi je pense quand il m'arrive de lire des vieux polars, tu vois, des années 40, des années 50, où il y a des trucs d'argot, je vois même pas ce que ça veut dire. Donc est-ce que là, il y avait ce caractère d'étrangèreté, tu vois, lié au passage du temps, ou non, tu te disais juste, bon, ça a pris un petit coup de vieux, mais c'est tout, quoi. Alors, un petit peu quand même, surtout certaines expressions. Et c'est là où j'ai trouvé el diccionario de colombianismos y el diccionario de bogotanismos. Ah oui, ça Euh, existe, je, ne, je savais pas. je ne savais pas que ça existait, c'est très intéressant. Et les auteurs décrivent donc oui, donnent des définitions à des expressions que pour moi étaient un peu désuètes, qu'on n'utilisait plus, et ça m'a permis quand même de comprendre un petit peu le contexte. Alors, je n'ai plus en tête une expression comme ça, mais il y en avait deux ou trois vraiment. Pour moi, ça ne voulait rien dire. Ah, c'est ça. Mais en discutant avec des gens et puis avec des amis plus âgés, mais si, mais je connais cette expression, mais on l'utilise plus. Donc, bon, donc ça reste, ça a un peu vieilli, hein, mais grâce à tous ces outils académiques, on a réussi à un peu à reprendre cette image, cette notion que l'expression voulait donner. Ouais, c'est marrant, c'est une dimension un peu archéologique, en fait, tu as les différentes couches. Ouais. Exactement, oui, c'est un peu, c'est ça, c'est un travail d'archéologie un peu, oui, oui. Mais Et c'est drôle ou pas? c'est Enfin, très est-ce que drôle. tu ris? Voilà, tu ris souvent. Ah oui, je me suis marré, mais alors, je suis quand même un public facile, hein, Ouais. mais j'aime bien cet humour avec beaucoup de sarcasme, j'aime beaucoup, par exemple, l'humour de Kino dans Mafalda et dans toute l'œuvre de Kino. C'est un humour assez exceptionnel. Et chez Copetine, il y avait quelque chose de similaire, c'est-à-dire que il y avait de l'humour noir, j'adore, beaucoup de sarcasme, beaucoup d'ironie, énormément de jeux de mots. Ah Il y a oui. beaucoup de jeux de mots. Pareil, je ne savais pas qu'il y avait autant de jeux de mots en espagnol, parce que quand on arrive en France et qu'on découvre la langue française, alors je le mets en parallèle avec la langue française, et qu'on voit cette richesse dans les jeux de mots parce qu'il y a la phonétique, parce qu'il y a l'intonation, parce qu'il y a l'écriture, etc. C'est super. Et grâce à cette bande dessinée, j'ai compris qu'il y avait aussi des jeux de mots en espagnol et qu'il y en avait pas mal. Et c'était pour moi une découverte. Et j'ai bien aimé ce travail de découverte des jeux de mots, oui, voilà, comment c'était représenté. Donc, j'ai beaucoup ri. Ça m'a permis de rire. Et l'auteur, je pense qu'il se marre aussi et qu'il essaye, à travers l'humour, de critiquer tout simplement la société des années 60 jusqu'aux années 90. Et il le fait très bien. Enfin, ce n'est pas parce que c'est mon sujet de recherche, mais il le fait d'une façon très fine. Et j'aime beaucoup. Et le fait qu'il utilise des enfants des rues pour justement se moquer, pour critiquer, pour dénoncer ce qui se passe en Colombie à cette époque-là, c'est incroyable. Et le trait est, enfin, alors je vais dire un mot un peu naze, mais joli ou... Alors, le trait a évolué. Au Ah, début, la première année, c'était un peu, je dirais un peu brut. C'était un peu trop, je sais pas, un peu brouillon. oui. Et au fur et à mesure, mais voilà, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai découvert en écrivant ma Bientôt. thèse. Les auteurs des bandes dessinées, au fur et à mesure, améliorent leurs traits et Copetti s'améliore aussi. Donc, il passe de quelque chose qui était un peu plus rectiligne à quelque chose de beaucoup plus rond. Et ça lui donne un caractère différent aussi au personnage. Et oui, il a évolué. Il a évolué. Ça reste basique comme trait, mais oui, il a évolué. Et alors, ce qui est très intéressant dans ces traits, c'est les arrière-plans. Ah, Il y a ah ces bon? arrière-plans de Bogota.
Ouais. avec des bâtiments, avec les gratte-ciel, avec les avenues. C'est très bien fait et ça permet aussi, quelque part, ça permettrait de faire une étude un peu d'un point de vue architectural de la ville de Bogota, comment elle était représentée, par exemple, dans la bande dessinée. Et il le fait assez bien. Donc, il y a toujours ces arrière-plans qui sont très bien dessinés, avec beaucoup de détails. Ah Et oui. ensuite, on a ces personnages avec un trait qui a évolué au fil des années. Oui, il s'agit vraiment d'inscrire le personnage dans son contexte, quoi. Et alors, du coup, quelle est ta conclusion générale? C'est-à-dire, bon, tu as fait toute cette thèse, nanana, nanana, et à l'arrivée, tu as l'impression d'avoir démontré quoi? Waouh, ouf, qu'est-ce que j'ai découvert? Enfin, plein de Alors, choses. découvert, ça c'est Euh, sûr. Mais je veux dire, tout ça oui. aboutit à dire, bon, bah, moi, du coup, à travers mon travail, et si tu devais réduire ça à une idée, en gros. Tu vois, voilà, bah, dans cette thèse-là, j'ai découvert tel truc, j'ai travaillé tel aspect, j'ai mis en relief, en un rien. Mais finalement, ma conclusion générale aboutit à... Au fait que l'auteur arrive à très bien s'imprégner de ces langages de la rue Ouais. et il s'imprègne de ces expressions argotiques, de ces expressions populaires et il le montre donc pour la première fois dans la presse écrite parce que bah, au début on va voir plutôt des bandes dessinées avec un langage assez soutenu, etc. Mais ici, c'est vraiment la première fois qu'on va voir par exemple un carajo ou puerca vida, voilà, c'est ce type de mots que bon, on utilise tout le temps, mais qu'on voit pas forcément dans la presse écrite et surtout dans un journal très prestigieux comme El Tiempo. Donc oui, voir, j'ai démontré que finalement l'auteur qui ne vient pas d'un milieu défavorisé, enfin qui vient d'un milieu plutôt aisé, arrive quand même à s'approprier de cette langue, à l'adapter pour la représenter euh, à l'écrit dans la presse écrite. Alors, tu as évoqué Gilles Luquet, tu as évoqué Éric Beaumatin. Est-ce que, en dehors de ces deux personnes, il y a des gens qui ont été importants pour le processus de conception, d'écriture de la thèse? Alors, ça peut être dans la sphère universitaire ou dans la sphère privée. Euh, une enseignante qui m'a toujours stimulé et c'est une de mes profs de français que j'avais en Colombie, qui est docteur aussi de Paris 3, mais elle a fait une thèse en politique éducative, Edgar Mireya Uribe. C'est une prof incroyable. Elle m'a toujours dit qu'il fallait aller jusqu'au bout, que parfois c'était long, que parfois on allait être un peu fatigué, mais qu'il fallait aller jusqu'au bout. Donc, elle m'a beaucoup stimulé. Mon meilleur ami, qui est colombien aussi, qui est prof d'espagnol en France, qui est quelqu'un de très brillant aussi, pareil, qui me disait, bon, allons-y, il faut aller jusqu'au bout. Il m'accompagnait vraiment pendant toutes les années d'écriture, toujours en me motivant. Ça, c'était génial. Et bien sûr, le dessinateur Ernesto Franco, que j'ai eu la chance de rencontrer en Colombie en 2015. Et je me suis dit que ça serait un bel hommage pour ces dessinateurs qui étaient un peu oubliés. Et bon, même s'il n'a pas été vraiment présent ou il m'a pas stimulé, pour moi, c'était un moteur de pouvoir faire cette thèse pour vraiment lui rendre hommage. D'ailleurs, j'ai dédié ma thèse à Monsieur Franco. Et bon, les difficultés, tu en as évoqué un certain nombre. J'imagine qu'il y en a eu d'autres qui sont spécifiques à ton sujet. Bon, déjà, réunir le corpus, on a bien compris que ça t'avait déjà pris un an. Mais est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et le cas échéant, comment tu as fait pour les dépasser? Eh bien, les difficultés étaient surtout, oui, alors pour le corpus, mais aussi pour quelque part la théorie. Parce qu'il n'y a pas vraiment de théorie sur la bande dessinée colombienne. Il y a très peu d'auteurs qui ont écrit là-dessus. Et la bibliographie n'est pas immense.
Donc, j'ai dû m'approcher d'un prof de l'Université nationale de Bogota, de l'école d'art, qui est spécialiste de la bande dessinée. Et c'est lui qui m'a filé quelques informations, mais il n'y avait vraiment pas de livres. Mhm. Donc ça constitue aussi une autre difficulté. Donc j'ai dû aller un peu plus ailleurs aussi, donc voir ce qui était rédigé, enfin ou les recherches faites dans d'autres pays comme en Argentine, comme au Mexique. Et heureusement que Monsieur Beaumatin, pareil, il était là pour me guider un peu. Et je me souviens de cette prof, Madame Alary, qui a rédigé une thèse sur Mafalda, qui est extraordinaire et qui m'a beaucoup aidé justement à pouvoir faire mon travail. Et en plus de ça, bon, les autres difficultés, c'était plus du genre l'université fermée à une certaine époque, le Covid Ah oui, aussi. c'est vrai, tu as eu le Covid. Euh, Mhm. voilà, donc c'était aussi des difficultés, pas forcément concernant la recherche, mais qui ont quelque part retardé ce travail. Mhm. Mais mine de rien, alors j'essaie de trouver à chaque fois une force dans ces malheurs, et c'est que ça m'a permis de retravailler un peu plus, de Ouais. relire, de raccommoder un peu, d'améliorer la chose, oui. Donc, c'était des difficultés, mais bon, j'ai réussi à toutes les surmonter. Et est-ce que tu fais partie des gens qui ont eu du mal à écrire, hein? Tu vois, la page blanche, comment démarrer, ou est-ce qu'au contraire, tu fais partie de ceux qui sont incontinents, qui écrivent, qui écrivent, qui écrivent, et puis après, c'est l'inverse, faut couper, restructurer. La première phrase est toujours difficile parce que je ne sais toujours pas comment commencer. Mm, Pour moi, la première, enfin, j'ai une idée dans ma tête de ce que je veux dire, comment je veux le dire, dans quel ordre, etc. Mais commencer cette phrase d'accroche, mm. pour moi, ça a toujours été une difficulté, en espagnol ou en français. Mais avec le temps, j'arrive plus facilement. Et après, oui, et j'y vais, j'écris et j'ai dû enlever enfin, pas mal des choses, mais oui, la première phrase est toujours la plus Ah, difficile celle-là, ça pour t'a moi. coûté, ouais. Bon, on y viendra Oui. après, la dernière phrase. Ça fait l'objet d'une question à proprement parler. Et alors, est-ce que tu as fait partie des doctorants calmes, posés, raisonnables et tout, ou des doctorants obsessionnels, hystériques, y pensant tout le temps, ne parlant que de ça autour de toi, en rêvant la nuit Ah non, plutôt le doctorant calme. Ah, Ah calme. oui, 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 oui. Je suis un rat de bibliothèque, donc quand je fais ma recherche, je suis concentré, mais parfois on me demandait comment ça allait, comment ça avançait. J'en parlais rapidement sans rentrer dans les détails. Non, j'étais plutôt seul, calme, tranquille pour faire mon sujet. J'embêtais personne. Bon, ça, c'est Je bien. pense, je pense, ni les collègues, même mon directeur de recherche, je faisais mon travail, je lui envoyais, on se voyait, on discutait, etc. Non, 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 plutôt le docteur en calme, Bon, très calme, parce que je travaillais en même temps, oui. donc essayer de faire les deux choses en même temps, oui, Donc, pas il faut le, équilibrer. pas le coup de panique de ah non, c'est foutu, je vais jamais y arriver. Là, c'est trop, trop compliqué. Et la crise d'angoisse pendant la nuit entière. Non, pas ça. Non, jamais, jamais. Il y a une bande dessinée qui s'appelle Mes 3 années de thèse, je crois, quelque chose comme ça. C'est une bande dessinée française d'une fille qui fait sa thèse en littérature française, si je ne me trompe pas. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que c'était vraiment l'inverse. Non, Ah, non. c'est quoi ton secret? C'est de se dire, mais c'est pas, c'est la thèse, c'est pas la vie, ou c'est ton Pour moi, caractère en général? c'était quelque chose d'important, la thèse, parce que je me disais que jamais j'aurais cru rédiger une thèse ou aller si loin dans mes études. Mais c'est toujours la patience. Donc on y va tout doucement. Bon, si ça prend du temps,
ça prend du temps, mais le but, c'est de pouvoir y arriver. Donc j'étais très patient de ce côté-là et ça m'a aidé beaucoup à relativiser. Alors, c'est vrai que la dernière année, avec le Covid et tout ça, je me suis dit non, mais c'est pas possible, c'est foutu, quoi. On pourra pas le faire. Et je l'ai abandonné. Mais Monsieur Beaumatin m'a dit, ben non, enfin, on est à quelques mois de la soutenance, tu peux pas. Donc, j'ai eu quand même cette pensée à la fin, à la toute fin, parce que je me disais, mais comment on va faire la soutenance? On est tous masqués, on va pas se voir, ça va se passer par Zoom. Mm. Euh, Moi qui comptais faire offrir un apéritif après, parce que j'avais assisté à d'autres soutenances, et je voyais que c'est génial, je voulais faire la même chose, mais là, le contexte était assez particulier. Donc j'ai eu cette pensée à la toute fin, mais avant ça, non, jamais. Patience et on y va, tout doucement, poquito a poco. D'accord. Bon, tu le répéteras hein, pour les conseils, les doctorants, ils ont besoin d'entendre ça. Alors du coup, la soutenance, t'as un peu anticipé sur la question d'après. Donc, tu as été privé de ton show et de ton pot. Euh, Raconte-nous quand même comment ça s'est passé et est-ce que tu en as un souvenir un peu flou parce que c'était pas toi qui étais là, c'était ton doublon ou est-ce que vraiment tu te le rappelles très bien? Je me rappelle assez bien de mon jour de soutenance. C'était un samedi gris Ah, à Paris. Oui, c'était au mois de décembre, donc assez froid, assez gris. Donc c'était en 2021. Et la seule contrainte, c'était que on devait être un nombre restreint des personnes, ah très oui, réduit des d'accord. personnes dans la salle Ah, et qu'on devait tous porter le masque. Donc mm, je me suis dit, bon, bah, au moins je vais avoir cette soutenance publique. Donc mon souvenir, c'est qu'on avait tous nos masques. mm, Et, euh, et ça, c'est un peu déstabilisant de voir le jury sans le voir vraiment. Parce que cette partie, enfin, renvoie beaucoup de choses. Quand on parle, et ne pas voir les gestes, les visages complètement, c'était un peu déstabilisant parce que je ne savais pas si ce que j'étais en train de faire, c'était bien ou pas. mm. Bon, j'ai laissé faire rire quand même. J'ai cette capacité à faire rire un jury, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, le souvenir est bon. Je me souviens que quand il y a eu la pause, mon meilleur ami m'a filé 2 carrés de chocolat et moi qui ne fume pas ou très peu, il m'a filé une clope, il m'a dit mange ton chocolat et fume ta clope pour te détendre. Et après, ça allait, bon, avant, ça allait bien aussi, mais du coup, ça m'a permis, ah oui, bon, bah, on y va tranquillement, la deuxième partie. Le pot, on n'a pas pu le faire à l'université, on l'a fait à l'extérieur, mais c'était très bien aussi. Bon. Donc, j'ai pu aussi avoir ce moment de convivialité et d'échange autrement avec le jury. Et alors, c'était très intéressant aussi de voir mes amis qui discutaient avec le jury, que parfois, quand on est docteur, on se dit, ah, mais le jury, c'est intouchable, c'est quelque chose d'inaccessible, etc. Mais ils étaient là avec nous, ils discutaient. Enfin, c'était vachement intéressant. Donc, j'ai un bon souvenir de ma journée, de mon jour de thèse, de ma soutenance. C'était bien. Malgré la grisaille parisienne, c'était très bien. Et alors, j'ai oublié de te demander, c'était qui les membres, les professeurs qui composaient ton jury? Alors, donc, nous avons Monsieur Beaumatin, mon directeur, bien sûr, Madame Odo, Alexandra Odo, qui était la présidente de mon jury de thèse. Et j'ai un très bon souvenir. Enfin, voilà, je pense on a créé un lien avec Madame Odo après ma soutenance. Il y avait aussi la prof Carmen Ballesteros de Paris 3. Et Stéphane Houry, lui, il vient de Metz, l'université de Metz. Euh, Monsieur José Vicente Lozano, le professeur José Vicente Lozano de l'université de Rouen, qui était aussi un de mes rapporteurs. Et on avait Elisabeth
Diaz Martinez, qui est docteur et qui travaillait à l'école pratique de hautes études à Paris. Et en plus de ça, parmi les rapporteurs, il y avait notamment Antonio Altarriba, qui est un écrivain et un théoricien de BD espagnol. Ah oui. J'ai lu ses BD et il a une façon d'écrire très touchante, j'aime beaucoup. Mais il a théorisé aussi sur la bande dessinée, donc j'en ai parlé dans ma thèse. Et quand Monsieur Beaumatin m'a dit, bon, bah, je le connais et il peut être ton rapporteur, je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est Oui. super. Et puis ce jury était incroyable, extrêmement bienveillant et avec un échange très intéressant. Et t'as été ému quand on t'a proclamé docteur? Oui, je me souviens de cette image de Madame Odo debout, tout le monde debout. Oui, il y a encore une vidéo. Un ami a fait une vidéo de ce moment-là et je crois que j'ai versé ma petite larme. Euh, Mon meilleur ami a pleuré aussi. C'était très émouvant. C'était très émouvant. Je me souviens. Voilà, oui, c'était très touchant. Oui, j'ai versé ma petite larme. Bon, c'est bien. J'y croyais pas, quoi. Eh ben oui, c'est Et tellement puis, bizarre, on travaille tout seul, puis d'un seul coup, c'est public et c'est fini. Alors, à propos de c'est fini, est-ce que quand tu t'es réveillé le lendemain matin, tu t'es dit ah, c'est fini ou bon, il faut que je me mette à ma thèse. Ah non, c'est vrai, je l'ai soutenue. je me suis dit, bon, c'est fini, mais c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà. Euh, alors, je suis quelqu'un qui aime bien qui aime bien travailler. Alors, j'aime beaucoup les temps de détente, etc. Mais j'aime bien toujours faire quelque chose. Et le lendemain, à l'époque, j'habitais à Montpellier, donc j'ai pris les trains pour rentrer à Montpellier. Et dans les trains, je me disais, bon, bah, quelle est la suite? Donc, il va falloir penser à la qualification, il faut commencer à réfléchir à des articles, à des colloques, à des séminaires. Qu'est-ce que je pourrais faire pour donner un peu plus de visibilité à la thèse, mais aussi continuer la recherche Bien sûr. dans le même champ, pardon, dans le même domaine de la sociolinguistique, pardon, mais voilà, comment élargir tout ça? Donc, je crois que 2 jours après, j'avais commencé à préparer mon dossier pour la qualification. Je me suis Mm. pas arrêté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est une espèce de roue, en fait. Quand on finit sa thèse, on a tellement de choses derrière, administratives et compagnie, qu'en fait, ça s'arrête pas vraiment tout de suite, quoi. Mm. Bien sûr, on pense que c'est fini, mais finalement, non. Non, 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 c'est pas fini, ouais. Et alors, la thèse, tu as l'impression que c'est loin derrière toi, parce que 2021, bon, c'est pas très très loin, mais dans l'intervalle, il y a l'eau à couler sous les ponts, hein. Est-ce que tu as l'impression que c'est très très loin et que c'est un peu un autre toi-même qui a fait ce travail? Ou est-ce que ça continue, tu vois, à la fois... Alors, dans ta recherche, bien sûr, j'imagine que tes objets d'études, ça reste un peu dans le même champ pour l'instant, en tout cas. Mais est-ce que ce doctorant, c'est un autre que toi-même ou c'est encore toi? Je pense qu'il y a eu un changement aussi, autant personnel comme professionnel. Je me suis dit qu'avec ces doctorats, je suis devenu quelqu'un d'autre, quelque part. Parce que, bon, moi, j'étais plus cet étudiant, je suis maintenant docteur, donc quelque part, le monde scientifique est là pour me dire, bon, bah, qu'est-ce que tu vas nous montrer ou nous démontrer maintenant? Donc, ça m'a permis oui, de me dire, bon, il va falloir continuer. Et comme professionnel, ça m'a permis de beaucoup relativiser aussi par rapport à ma pratique pédagogique, le fait d'être plus à l'aise à l'oral avec des gens, avec un jury, oui, avoir cette aisance. Et donc, il y a eu une évolution, il y a eu un changement, même si c'est assez récent. Euh, oui, oui, 2021, oui, ça reste un peu récent, mais oui, il y a eu ces changements assez frappant. Je me voyais pas du tout vraiment comme un docteur. Vraiment, quand je vois le, le, le,
l'étudiant qui est arrivé en France en 2009 avec sa licence, et jamais cette idée m'est traversée l'esprit que j'allais rédiger une thèse, que j'allais être docteur, et le fait de l'avoir maintenant, bon, c'est bien, mais il faut continuer. Alors, s'il y a une chose que tu changerais dans ta thèse, ce serait quoi? Ouf, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma thèse? Tu vois, pas un regret. Alors, pas, ah, j'aurais aimé ajouter tel truc, machin. Bon, d'accord. Ça, c'est Mhm, normal au fur et à mesure qu'on mûrit. On voit bien les prolongements possibles, les choses où oui. on n'avait pas encore les compétences, etc. Mais tu vois, un truc où tu te dis, non, là, c'est un vrai regret. J'aurais préféré pas faire cette chose-là de cette façon-là. Peut-être la façon d'aborder la première partie de ma thèse. Ah oui? Et, alors, j'aime beaucoup l'histoire, donc c'est très historique, mais je me dis que j'aurais pu faire plus, peut-être, rajouter plus de choses. Ah, Mais bon, le format de la thèse, quand même assez structuré, donc ça. Oui, il y a plein de choses que que je n'ai pas étudiées ou que j'ai oubliées ou que je n'ai pas mises parce que je n'avais pas le temps ou parce que, bon, ça fait vraiment l'objet d'autres on recherches. travaille à part entière. Et bon, et je ne suis pas historien, donc bon, laissons les spécialistes faire ce travail-là. Mm. Bon, enfin, ça va. Globalement, tu t'as pas de regrets. Voilà. Non, Comme certains peuvent dire, moi, je sais pas, le sujet, j'aurais, hein, ou bon, toi, ça va. Et alors oui, ça va. la thèse, le volume papier de ta thèse, il est où chez toi? Dans ma bibliothèque. Mais à une place spéciale ou entre deux bouquins, comme ça, perdu au milieu d'une part? Et les entre des livres, enfin des BD. Ah, au milieu des Elle BD? est au milieu des BD. Ah, Oui, ok. oui. Il est en Oui, bonne oui, compagnie, quoi. Parmi les siens. un très, exactement. Oui, 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 oui. Je suis très maniaque, on peut dire ça comme ça, et ma bibliothèque est très bien rangée. Mais je décidais que ma thèse devait être parmi des BD. Et alors, il est parmi deux BD que t'aimes bien ou c'est classement alphabétique? Non, là, c'est à côté de Mafalda, quand même. Ah. Je suis fan de Mafalda, j'aime beaucoup Mafalda, j'aime beaucoup Kino, et d'une une série, une bande dessinée française qui s'appelle Les Vieux Fourneaux, que j'adore. Ces trois papis extraordinaires, et voilà, elle est au milieu des CBD. Et de temps en temps, quand tes yeux tombent dessus, tu la regardes avec un œil indifférent ou tu te dis, tiens, t'es là, toi? Non, j'aime bien, je la regarde, je la sors, je feuillette un petit peu, je regarde un petit peu les structures, je relis les BD parce que j'ai rajouté beaucoup de strips Ah dans oui. les annexes, parce que c'est vraiment le seul format papier finalement qui existe de cette bande dessinée. Donc je regarde de temps en temps, je lis, je me marre. Oui, je le fais, ça m'arrive. Je la montre aussi aux gens bien sûr. Oui, C'est une façon de, ah tiens, j'ai rédigé ça. Et puis quand je me dis, j'ai rédigé plus de 400 pages, oui, ça c'est paraît pas fou. mal. Au début, ça paraît fou. On se dit, mais enfin, comment est-ce que je vais être capable de remplir toutes ces pages? Et puis un jour, elles existeront et il se sera passé quelque chose au milieu. Et alors, quand tu relis, là, justement, tu dis, et j'ouvre, je relis un petit bout, etc. Qu'est-ce que tu éprouves en relisant ces lignes? C'est émouvant. Alors déjà, le fait d'écrire en français, qui n'est pas ma langue maternelle, j'ai appris le français à l'université en Colombie, donc quand j'avais 18 ans. Et le fait de rédiger 400 pages dans une langue qui est devenue la mienne, mais qui ne l'était pas au départ, c'est très émouvant parce que je me dis, bon, bah, j'arrive à réfléchir, à analyser, à rédiger dans une autre langue. Donc, c'est émouvant. C'est Mm. émouvant ce sujet aussi des enfants des rues. C'est un sujet qui me touche énormément parce que bon, je viens d'un milieu qui n'est pas très aisé j'ai pu le voir en Colombie quand j'y habitais et oui, c'est surtout ça, c'est émouvant. Et imagine la nostalgie Et que tu vas avoir dans 10 ans. je pense, oui, oh oui.
Oui, oui, oui. Ah oui, 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 plus ça passe. Ou alors, ou peut-être qu'un jour, tu la verras comme un vieil objet et tu la mettras à la cave. J'espère pas. Non, 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 non. Je vois qu'il y a certaines pages qui commencent à se détacher, donc je suis un peu peiné. Je suis là, ah non, mais pourquoi? Donc je vais les réparer, mais je veux terminer par le faire parce que je suis beaucoup trop maniaque. Donc j'aime pas quand mes livres sont comme ça. Donc je vais les réparer à un moment donné. Mais non, je la mettrai pas, surtout pas dans la cave. Non, entre les BD, au milieu de son milieu naturel. Alors, quels sont les conseils que tu donnes aux jeunes doctorants? Alors, je pourrais dire vraiment deux choses. La première, choisir un sujet qu'on aime, un sujet qui nous passionne. Pour moi, c'était le cas, donc c'était la bande dessinée. Je suis un consommateur de BD et ça m'a permis de comprendre plus vite, d'aller plus vite dans la recherche, dans la lecture aussi. Donc vraiment choisir un sujet qu'on aime, quelque chose qui nous passionne. Ça nous aide à aller plus vite. Et le deuxième aussi, prendre le temps. Prendre le temps de lire, prendre le temps d'analyser, prendre le temps d'écrire, de se corriger et de se dire tout le temps qu'on va y arriver. C'est très peut-être psychologie de comptoir, mais se dire que on va y arriver, qu'on va y arriver, mais que ça va prendre du temps. Et c'est pas grave si ça prend du temps. Mais le plus important, c'est vraiment l'aboutissement, la ligne d'arrivée. Donc c'est la thèse, c'est le jour de la soutenance, la thèse imprimée et la défense devant le jury. Donc, un sujet qui nous passionne, prendre le temps Mm. et prendre le plaisir aussi le jour J, le jour de la soutenance. Et être calme. On a compris, il faut être Ah, calme. faut pas se stresser. Alors, tu as dit tout à l'heure, j'ai du mal à écrire mes premières phrases. Et je t'avais répondu, attends, 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 ça fera l'objet d'une question, nous y sommes. Est-ce que tu peux ouvrir ta thèse en espérant que ça ne fait pas partie des pages qui se décollent et qu'on va Elle est là. la première page de ton introduction et est-ce que tu peux nous lire la première ligne, la fameuse première ligne, et enfin la première phrase, pardon, pas première ligne, Mhm. et nous en faire un commentaire rétrospectivement, qu'est-ce que tu penses de ta première phrase? Alors, il dit c'est un dimanche, un dimanche, après avoir parlé avec mon directeur des possibles sujets de recherche et n'arrivant pas à concilier sa spécialité et mes souhaits, je me suis retrouvé face à mon ordinateur sur le site internet d'un journal colombien des grands renommés. J'aime beaucoup les anecdotes. J'adore raconter des anecdotes. Ça fait partie aussi de mon travail de prof, d'enseignant, de raconter des anecdotes. Et je voulais commencer ma thèse par racontant la genèse de ce sujet. D'où est né ce sujet? Donc, de quelque chose d'anecdotique, comme un simple échange avec mon directeur, et donc me retrouver devant l'ordinateur parce que bah, finalement, c'est quelque chose de très spontané, comme la langue, Mm. et comme cette langue parlée qui est très spontanée. Donc, je voulais commencer ma thèse avec quelque chose de spontané qui pouvait quelque part refléter ou représenter ce qui allait être l'analyse de mon sujet, de mon corpus. Donc, c'est marrant parce que moi, quand on faisait de ma génération et la génération d'avant, quand on faisait une thèse, c'était tu sais, le on, le nous, espèce d'entité là qui flottait au-dessus de la thèse. Alors que là, de plus en plus, je vois des thèses qui sont faites à la première personne. Et alors là, toi, tu es encore allé plus loin parce que tu as inscrit la démarche du doctorant à l'intérieur de la thèse proprement dite. Euh, et est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que ça, de toute façon, pour toi, ça allait de soi, quoi? C'est-à-dire, dès le début, il y aurait le jeu à l'intérieur de la thèse. Et est-ce que le jeu, c'était juste au début pour ta position de principe, un peu, ou est-ce que c'est tout au long de la thèse tu vois, qu'il était là, au détour d'une phrase, d'un commentaire, etc. Bon, mais Simon Matin m'a conseillé d'utiliser ce jeu dans l'introduction, justement pour pouvoir illustrer mon propos. Mm. Parce que je lui ai dit que je voulais commencer par quelque chose d'assez, pas forcément très académique,
mais quelque chose qui pouvait, oui, refléter, comme je disais tout à l'heure, donc l'essence de la thèse. Mais ce jeu, il est utilisé qu'à l'introduction. Ensuite, dans le corps de la thèse, c'est beaucoup plus neutre, c'est vraiment ce on, c'est... Et dans la conclusion, il oui. revient ou pas? Très bonne question, je ne me souviens pas du tout, mais on va regarder. Oui. On va regarder. Voilà, la dernière phrase, par exemple. Alors, la dernière phrase, la dernière phrase. Je passe à un nous. Nous Ah, avons, espérons. ah, ah, Oui, oui, tu vois. oui, oui. C'est marrant. Est-ce que tu es Comment devenu on passe. un chercheur au fur et à mesure que tu faisais ta thèse et que tu es revenu à cette espèce d'entité qui appartient à une communauté universitaire, qui fond son individualité derrière le chercheur? Je sais pas, c'est marrant, en tout cas, que tu sois Si, passé tout aussi à loin. fait. Voilà, oui, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Oui, on devient un chercheur, donc bon, on fait partie de cette entité. Peut-être. Écoute, on devrait écrire un article sur le passage du jeu au nous dans la communauté Dans scientifique. la... Et Ça puis serait intéressant. au bout d'un moment, plus on est vieux, plus on revient au jeu, tu sais. Enfin, ouais. Mhm. Oui, oui. Ah, bon, écoute, Edinson, je te remercie beaucoup, beaucoup de cet entretien. Ça m'a fait bien plaisir de parler avec toi de ton travail que je connaissais peu finalement. Et puis d'avoir accepté de participer au projet Ma thèse et moi. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Pareil pour cette opportunité de pouvoir parler de mon travail et pouvoir parler un petit peu de la bande dessinée colombienne qui est vraiment méconnue en France. Bon, c'est excellent, un espace comme ma thèse et moi qui permettent aux docteurs de vraiment parler de leur sujet. C'est c'est gratifiant aussi de pouvoir montrer ce travail, se dire, bon, bah, maintenant que c'est passé, avec le recul, c'est intéressant de voir ce regard, hein, avec cette prise de distance qu'on a de nos recherches. Donc, merci beaucoup. Et je te Merci. disais, plus le temps passera, plus il y aura de les distances. Je te Oui. réinterroge dans 10 ans, on refait Ma thèse et moi dans 10 ans. Je Voilà. pense que beaucoup de choses vont changer d'ici là. Ou pas, va savoir. Merci encore. Merci.